Bonsoir Claude. Bonsoir Jeff, ça va? Ça va très très bien. Tellement content de te voir. Claude, moi je t'ai connu, je t'ai découvert au début de cette pandémie-là, pseudo-pandémie, alors que tu sortais dehors l'hiver. Écoute, tu étais vraiment courageux. Tu sortais dehors l'hiver sur ta galerie avec la petite lumière ouverte, puis tu nous livrais des chroniques de façon magistrale, extraordinairement bien divulguée, vulgarisée. Puis on s'est appelé, on s'est lié d'amitié. Moi, j'apprécie l'influenceur que tu es. Tu es quelqu'un qui va au bout des dossiers. Et puis, je t'ai lancé l'invitation de venir avec nous, puis à l'occasion, nous divulguer certaines de tes découvertes. Puis ce soir, c'est le cas. Tu es avec nous pour la première fois. Et je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation d'être avec nous sur Théovox Actualité. Merci pour les bons mots, c'est très gentil. Puis j'aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont décidé de m'accompagner sur le patio ou derrière mon écran pour explorer des sujets qui sont à la fois variés et, je l'espère, toujours intéressants. Et ils Ce ont, soir, d'ailleurs, je pense qu'on va être gâtés. Ah oui, oui, ce soir, on va vraiment être gâtés. Claude, il y a une nouvelle qui a presque passé sous le silence cette semaine, qui demeure, selon moi, une nouvelle extrêmement importante. On a parlé cette semaine dans les médias de la pénurie de lait maternisé ou de lait pour bébé aux États-Unis qui s'est aggravée considérablement depuis février dernier, de sorte que Nestlé a dû acheminer d'urgence en avion des laits infantiles depuis la Suisse et les Pays-Bas. Qu'est-ce qui est la source de cette pénurie qui semble être devenue, Claude, majeure aux États-Unis? Bien, à la base, on retourne au problème de l'usine d'Abbott Nutrition qui est située à Sturgis, dans le Michigan. Au mois de février, on a vu la FDA qui a fait un rapport et qui a trouvé un chronobactère à l'intérieur de l'usine, ce qui signifie qu'il y a eu un arrêt non seulement de la production, mais également un rappel des produits qui étaient sur les tablettes dans plusieurs États américains, je pense 26. Évidemment, ça a créé tout un effet de ressac Ouais. parce qu'il y avait eu en plus 2 décès de nourrissons, de bébés, à cause de ce chronobactère-là, qui aurait apparemment été à la source des décès. Donc, par mesure de prudence, la compagnie Abbott avait décidé de retirer le lait. C'est évident que comme c'est un très gros joueur dans le domaine du lait maternisé, ça a eu un effet majeur. On l'a vu dans les médias dans les dernières semaines, ça s'est joué. Ouais. Ça a passé, je pense, dans presque toutes les grandes chaînes. Ouais. On jase là entre nous ce soir, Claude, puis on sait qu'on a tenté de nous faire croire à cette pandémie de COVID-19-là, puis il y a de plus en plus d'experts qui sortent et qui s'affirment puis qui s'affichent en disant que, écoutez, là, c'était loin d'être une pandémie, c'était plutôt une vaguelette d'une sorte de grippe, oui, qui était virulente, etc., mais il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Est-ce que ça pourrait être sensiblement la même chose avec cette pénurie-là? Est-ce que c'est une pénurie provoquée dans le but d'annoncer peut-être quelque chose de plus important? Écoute, tu te rappelles sûrement de ce qu'on appelle l'événement 201 qui avait eu lieu en octobre 2019. Oui. C'était une pandémie simulée. Il y a eu ensuite, dès janvier 2020, quelques mois après, la vraie pandémie qui avait commencé, selon l'OMS. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en octobre 2021, Bill Gates et d'autres investisseurs ont amené 21 millions de plus dans les coffres de la compagnie BioMilk. C'est un lait artificiel. Et là, on se rend compte qu'en mai 2022, pas tellement longtemps après, on se retrouve avec une importante problématique au niveau des approvisionnements pour le lait maternisé. Alors, évidemment, partout, les gens se disent, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'était planifié? Est-ce qu'on doit voir ça simplement comme un hasard? Et est-ce qu'on doit lire plus loin puis voir qu'il pourrait potentiellement y avoir un lien? C'est un peu là que beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions. Ouais. Moi, ce qui m'a retenu le plus mon attention, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au dossier, j'ai vu qu'il y avait des pistes qui partaient dans plusieurs directions, mais il y avait en même temps une nouvelle qui, à sa face même, affectait les mères américaines qui voulaient nourrir leurs enfants et qui, pour toutes sortes de raisons, ne pouvaient pas le faire de manière naturelle. Alors, en parlant avec toi, on va explorer ce sujet-là, mais c'est sûr que ça touche à beaucoup de choses. Hein. On parle d'un lait
maternel qui ne vient ni de l'humain, ni de la vache. Ouais. C'est autre chose. Parce que tu l'as effleuré, Claude, tu as parlé de BioMilk. Il y a une pénurie au niveau du lait qui est produit par Abbott, qui est le lait Similac. Et il y a cette pénurie-là qui existe dans l'industrie. Puis en même temps que cette pénurie-là, qu'on connaît, puis qui est sortie vraiment comme plus publique cette semaine et la semaine dernière, on parle d'une entreprise qui s'appelle BioMilk. Et ce soir, en fait, on va décortiquer ça. Puis ce qu'on émet, c'est des réflexions. On veut juste apporter des réflexions parce qu'il n'y a rien qui, des fois, arrive par coïncidence, mais on veut juste émettre quelques réflexions. Ma première question pour toi, cependant, Claude, c'est qui est BioMilk et que fait BioMilk? En fait, très peu de gens ont vu qu'il existait derrière BioMilk une autre compagnie qui s'appelle 108 Labs, le chiffre 108 LABS. Wow. C'est de là que vient Leila Strickland. C'est la cofondatrice de la compagnie BioMilk avec Michel Egger. Les deux sont des scientifiques dans le domaine de l'alimentation. D'ailleurs, Michel Egger, elle a travaillé sur le Larabar. On voit les barres nutritionnelles quand on va dans les magasins à General Mills avant de passer à la fondation Bill et Melinda Gates. Oh. Et c'est ensuite qu'elle s'est intéressée avec Leila Strickland, qui s'occupe des opérations. est doctorante, alors elle s'occupe de lait maternel. Alors les deux ont parti d'une compagnie avec le financement de Bill Gates. Donc, il y avait beaucoup de suite dans les idées de ce côté-là. On peut imaginer que l'intellect et le talent en culture cellulaire de Leila Strickland a rencontré Michel Egger, qui avait des contacts avec Bill Gates à travers sa fondation et qui ont dit, bon, ben, on va faire un pas ensemble en créant BioMilk. Mais on peut imaginer qu'il y aurait eu une conversation au départ entre Michel Egger et Bill Gates ou un représentant de Bill Gates un jour pour mettre celui-ci au courant que de mettre 3,5 millions en juin 2020, c'était une bonne idée. Et puis aujourd'hui, ben, ils sont très fiers, les deux filles, d'avoir un financement beaucoup plus important. Mais là, on parle de quand même des grosses fortunes là, qui sont derrière ça. C'est le Breakthrough Energy Ventures qui est derrière le 21 millions avec Novo Holdings au Danemark. Donc, il y a des très gros joueurs. Il y a également Blue Horizon qui, dans son portfolio, a même des œufs, des œufs qui ne viennent pas de poules. Alors, c'est pas la première fois que parmi les investisseurs, ils flirtent avec ce qui s'appelle, et ça c'est un nouveau mot, ça va intéresser tout le monde, c'est de l'agriculture cellulaire. Ouais. C'est comme ça qu'ils se présentent parce qu'une des grandes questions que autant Leila Strickland que Michel Egger doivent composer avec, c'est est-ce qu'ils sont du pharmaceutique? Est-ce qu'ils sont de l'alimentaire? Ouais. C'est un peu à la frontière de tout ça. Puis à quelque part, ça concerne une forme d'agriculture basée sur des lignées cellulaires. Ouais. Puis dans le cas qui nous occupe pour le lait maternisé, il s'agit de cellules épithéliales mammaires humaines. Pourquoi je précise humaines? Parce qu'il en existe également pour les vaches. C'est quoi, juste pour que les gens comprennent, parce que c'est un mot quand même à 100 $, c'est quoi une cellule épithéliale mammaire humaine cultivée? La couche que tu vois sur ta peau, c'est la cellule épithéliale à laquelle tu touches. OK. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre de tes cellules. On a tous regardé des films de police où les cellules étaient prises sur un lieu de crime, par exemple. Eux autres, ils vont simplement faire grandir les cellules en laboratoire. Ils vont donner des facteurs de croissance pour la cellule en laboratoire afin de la faire grandir. Wow. L'idée de BioMilk, c'était de permettre à des femmes enceintes qui le souhaitaient de donner un échantillon de culture cellulaire afin qu'eux autres puissent faire pousser ça et avec un processus que, de ce que j'ai pu voir, ça passe par une espèce de processus électrolytique où est-ce qu'ils peuvent produire un liquide qui est le plus proche possible du lait maternel que la mère aurait donné si, à ce moment-là, elle aurait pu donner le sein, donner le lait à son bébé. Wow.
Wow. Tu parlais tantôt, Claude, de la compagnie Breakthrough Energy Ventures, qui est une entreprise qui a donné énormément de capital dans justement toute cette entreprise-là de BioMilk. C'est qui qu'on retrouve en arrière? Parce que c'est quand même fascinant de trouver qui on retrouve en arrière de cette entreprise-là. Écoute, il y a du monde qui viennent de loin, comme le prince Al-Walid bin Talal, celui qui est à la fois un investisseur, un philanthrope et quelqu'un qui aime beaucoup l'empire pétrolier euh, de son coin du monde en Arabie Saoudite. Il y a Jeff Bezos. Il y a également ceux qui le connaissent, Richard Branson de Virgin Group. Il y a Michael Bloomberg de Bloomberg. On retrouve également des gens comme Jack Ma en Chine du groupe Alibaba. On retrouve également des gens que je pense que peu de gens connaissent, comme Madame Zhang Xin, c'est une dame, avec Monsieur Pan Chi. Ils sont tous les deux cofondateurs de Soho China, S-O-H-O. Si vous allez voir leur site web, vous allez voir que les édifices qu'ils ont sous portfolio sont absolument spectaculaires. Si vous aviez à concevoir des édifices sur Terre qui ressemblent à ce que Star Trek nous amène comme impression de grandeur et d'émerveillement, ce seraient leurs édifices. Oh, wow. Mais les deux, aussi bien chez Alibaba que chez Soho, ont des opérations d'envergure. Or, on sait qu'en Chine, c'est à peu près impossible de faire des affaires à l'extérieur du giron du Parti communiste chinois si on gère des portfolios commerciaux aussi colossaux que ceux de ces deux grandes compagnies-là. Alors, on peut imaginer que Bill Gates est confortable avec le fait d'investir avec des gens qui pourraient, on ne dit pas qu'ils le sont, mais qui pourraient avoir des liens avec le Parti communiste chinois. Et la raison pour laquelle on s'en inquiète, c'est parce qu'on est quand même encore dans la pandémie. On est encore dans les décrets au Québec. Ouais. On a encore du purel à mettre sur les mains avant de rentrer dans des commerces. Peut-être que les masques sont partis, mais il reste ça encore. Donc, il faut comprendre que quand Bill Gates dit « Ah oui, c'est super d'investir avec des multimilliardaires chinois », ben c'est peut-être très bien au plan financier, mais il y a quelque chose qui me garde inconfortable. Mais ça lui appartient. C'est pas ma compagnie d'investissement, c'est la sienne. Non, exactement, parce qu'on avait oublié de le mentionner, mais Bill Gates est dans Breakthrough Energy Ventures également. Oui, Fondation Bill and Melinda Gates. Ça a été parti en 2015 avec Mark Zuckerberg. En plus. Mais tu vois, moi, ce que je trouve étrange, puis c'est là que, en plus, quand on commence à faire de la culture de souche humaine, puis tout ça, là, pour pouvoir emmener un lait artificiel à être comme un lait le plus possible maternel, puis que Bill Gates est en arrière de tout ça, ça me met la frousse un peu. Je t'explique. Bill Gates investit dans les vaccins, soudainement, il y a une pandémie. Bill Gates achète toutes les terres agricoles aux États-Unis puis un peu partout à travers la planète. Puis tout à coup, on est en train de vivre une crise alimentaire qui se pointe à l'horizon. Bill Gates investit dans le lait artificiel, puis soudainement, oups, gadon, il y a une pénurie de lait artificiel. Ça amène un paquet de points d'interrogation, Claude. Oui, je pense que les gens vont se poser la question, dans un premier temps, qu'est-ce que Bill Gates fait là? La réponse, on ne la sait pas personne. J'ai écouté beaucoup de conférences pour m'informer sur pourquoi BioMilk avait Bill Gates comme investisseur, parce que c'est une technologie qui, à sa face même, aurait pu avoir des investisseurs autres que Bill Gates. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une question où la cofondatrice, Michelle Lager, avait des relations à la fondation Bill and Melinda Gates qu'elle a pu utiliser pour finalement convaincre la fondation d'investir le premier 3,5 millions qui a vraiment lancé la compagnie en juin 2020. Et puis ensuite, Bill Gates y a investi, mais avec beaucoup d'autres personnes à travers le Breakthrough Energy. Donc, je te dirais qu'à ce niveau-là, pourquoi Bill Gates est là, c'est peut-être par opportunisme, mais en même temps, c'est tellement central. Tu sais que le lait maternisé aux États-Unis, c'est un marché de 93 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et puis, on peut imaginer que si on est capable de donner un liquide à l'enfant à la base dès sa naissance, bien, ça peut avoir des implications pour toute sa vie. On a beaucoup entendu parler d'ARN messager récemment.
Et on se demande s'il n'y aurait pas la possibilité, dans un lait maternisé, de passer une quelconque instruction qui est autre chose que de l'amour, des protéines et un peu de gras. Et la Puis réponse? pourquoi je mentionne le mot gras, c'est que je suis tombé sur un court extrait que j'ai trouvé super intéressant. Nathalie Schenker, elle a travaillé à l'Imperial College de Londres et c'est la cofondatrice de quelque chose qui est un peu l'inverse du lait synthétique. Ouais. Ça s'appelle la Human Milk Foundation. Et elle a déclaré à CNN que la plupart des acides gras qui aident le développement du cerveau proviennent du sang de la mère et non pas des cellules épithéliales mammaires, qu'elles soient grandies en laboratoire ou qu'elles soient sur le sein même. Donc, ça m'a quand même fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que le développement du cerveau peut être altéré si ce n'est pas du lait de la mère, mais du lait qui est, à quelque part, produit en usine? Oui. Mais ce qui est étrange, c'est avec toute la venue de toute cette injection-là avec ARN messager, puis le désir de pouvoir injecter de plus en plus les enfants à un bas âge, pour ne pas dire les enfants même nourrissons, parce qu'on encourageait beaucoup, même les mères enceintes, d'aller se faire injecter. Oui. Est-ce que quand on décide, puis là c'est mon côté méfiant de nature, mais quand on décide comme ça de créer une genre de pénurie de lait, puis d'emmener un nouveau produit comme BioMilk, dans lequel on dit que c'est fait à partir de souches, puis tout ça, puis on veut l'emmener un lait artificiel qu'on veut créer vraiment, qui va être le plus possible comme le lait maternel, qui ne me dit pas qu'on ne mettra pas dans ce lait-là peut-être des substances ARN messagées pour être certain qu'on va toucher à nos enfants éventuellement? C'est une excellente question. On ne peut pas nécessairement répondre à tout maintenant. Par contre, on va continuer de demeurer vigilant et continuer à faire des recherches, colliger des informations, aller chercher les données qui nous permettent de comprendre les informations qu'on voit aussi. Mais comment expliquer ça? Tu sais, le lait maternel, c'est quelque chose de complexe. Les oligosaccharides, il y en a environ 150 dans le lait humain, puis il y avait une compagnie qui est basée au Danemark, que je suis tombé dessus, qui fait quelque chose de semblable, qui disait qu'ils avaient réussi, eux autres, à isoler de manière synthétique 5 de ces oligosaccharides-là, les HMO en anglais. Et puis, ça, je me suis dit, my God, ça veut dire qu'il en manque quand même 145. Donc, il y a quand même une grosse différence par rapport au lait maternel. Puis, quand tu combines ce genre d'informations-là, qui sort un peu du champ gauche, dans le fond, avec le fait que les femmes qui ont accepté l'injection à une ou plusieurs reprises, certaines d'entre elles ont rapporté avoir de la difficulté à allaiter et évidemment, c'est toujours une coïncidence. Il n'y a jamais personne qui veut faire de lien entre les deux. Donc, on ne peut pas savoir s'il y a une quelconque correspondance entre les injections et le fait que le lait, à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons, des stress, ça irait peut-être un petit peu moins bien. On ne peut pas vraiment savoir si, après un épisode injectiviste très intense, quelqu'un aurait pensé quelque part que ça aurait été une bonne idée de partir un problème avec le chronobactère dans une usine importante des États-Unis afin de créer des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour le lait maternisé et ainsi augmenter encore plus la détresse des gens qui, après avoir été injectés, n'arrivaient plus à offrir. C'est un scénario comme un autre, mais beaucoup de gens, présentement, se questionnent là-dessus. Mais je pense que c'est sain de se questionner rendu. C'est ce que vous allez dire. En même temps, le questionnement, il est sain parce que, tu sais, tu l'as dit toi-même d'entrée de jeu, Claude, la ligne est mince entre l'alimentation puis le pharma dans ce cas-ci. Puis on n'a pas vécu de belles expériences avec le pharmaceutique en matière d'injection. J'écoutais là, Pfizer qui a sorti un document comme quoi apparemment, puis on va voir éventuellement cet invité-là chez Théovox, mais apparemment, il y a un accroissement de décès beaucoup plus considérable aux suites de l'injection que le COVID en tant que tel. Puis il y a même des poursuites qui sont en train de se dessiner apparemment contre des entreprises pharmaceutiques en rapport avec l'injection. Fait que ces entreprises pharmaceutiques-là qui sont à la solde de peut-être plusieurs morts suite à l'injection
sont en arrière, à quelque part, d'un lait qu'on est en train de créer de toutes pièces en laboratoire pour s'apparenter justement au lait maternel. Permets-moi de passer un doute sur ce qui est en train de se faire en laboratoire présentement avec tout ce qu'on a vécu. Ben, un des drapeaux rouges cette semaine qui a fait que j'ai écrit un article là-dessus lundi, c'est que j'ai vu qu'il y avait finalement dans l'équipe quelqu'un dans l'équipe de la compagnie BioMilk, un monsieur qui s'appelle Mark L. Mazor, M-A-S-O-R. Ouais. Le monsieur est un éducateur scientifique, c'est un directeur à la retraite de la recherche clinique chez Abbott Nutrition. Mm-hmm. Et là, il est aviseur pour BioMilk. J'ai vu un petit peu une présentation que le doctorant en biochimie nutritionnelle a fait et c'était franchement intéressant. Il parle bien, il explique bien, il maîtrise son sujet et attention, c'est pas n'importe qui Mark L. Mazor parce qu'il est quand même l'inventeur de 10 brevets qui couvrent les préparations pour nourrissons Similac chez Abbott. Wow. Donc, c'est probablement pas un hasard que M. Mark L. Mazor, qui est un retraité de chez Abbott Nutrition, se retrouve aujourd'hui chez BioMilk. Ouais. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Moi, ça m'a beaucoup accroché parce que je me suis dit, si lui est rendu là, c'est qu'il se prépare quelque chose de gros. C'est peut-être la deuxième vie de la nourriture pour nourrissons, c'est peut-être de vendre des laits qui vont être personnalisés. Qui sait si dans 1 an, 2 ans, les gens vont dire « Ah, tu n'as pas acheté un lait que tout le monde achète, achète-le plutôt personnalisé avec ta cellule à toi, ta culture cellulaire à toi, à travers des entreprises comme BioMilk qui feraient de l'agriculture cellulaire. » Oui. Mais là, Claude, sans rentrer là, puis concrètement, sans rentrer dans toute la sphère complotisme, c'est quoi les red flags ou les drapeaux rouges qui te font peur à toi quand tu regardes BioMilk? En fait, il y a une partie de moi qui est fascinée par le fait qu'on est en train de créer un lait à partir de cellules. il y a cet aspect-là qui est quand même impressionnant. On n'a plus besoin de vaches, on n'a plus besoin, à la limite, des mères. Puis dans les deux choses que je viens de dire là, c'est rassurant pour ceux qui veulent améliorer la qualité de l'environnement en diminuant le CO2 ou des choses comme ça. En même temps, c'est profondément troublant pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec les vaches puis qu'est-ce qu'on fait avec les mères? Parce que la relation entre une mère et son enfant, lorsqu'elle donne le sein, dépasse le lait seul. Il y a des instructions qui se transmettent à ce moment-là qui vont tellement loin. Le lien entre une mère et son enfant, est-ce qu'on est en train, avec tout ça, de séparer finalement l'humain avec de plus en plus de synthétique? Oui, oui. Je dirais peut-être parmi une de mes questions finales, est-ce qu'on est en train de transformer la maternité en immense opportunité commerciale pour des couples infertiles, homosexuels, qui ne pourraient pas, par exemple, donner ou d'avoir d'enfants, mais qui ont les moyens financiers d'en acheter un ou plusieurs? Ces gens-là vont avoir le désir d'aimer, le désir d'avoir un enfant, mais avoir des obstacles à surmonter qui sont parfois différents de ceux qu'on retrouve avec une famille nucléaire standard. Et ces produits-là, et il n'y a pas juste BioMilk, il y en a d'autres, sont capables d'amener des solutions, mais il faut payer pour. Ils ne sont pas gratuites. Donc, effectivement, c'est des opportunités commerciales pour les uns et des possibilités qui n'existaient pas pour les autres. Donc, comment tout ça va être amené? Comment la société va accepter que désormais une mère est un peu facultative pour nourrir l'enfant? Moi, je pense que le lait maternel demeure une alternative immensément, je pèse mes mots, là, supérieure à ce que BioMilk veut offrir parce qu'ils ont une fenêtre de 5 ans qui veulent, ils sont rendus à peu près à 2 ans là, dans cette fenêtre-là, mais d'ici 5 ans, ils veulent sortir le produit, mais ils peuvent le sortir avant aussi. Mais que ce que BioMilk veut sortir ou encore qui existe au niveau finalement du lait de vache en poudre, si on veut. Là. Je simplifie ça beaucoup, là, mais au niveau du Similac. Et je dirais aux gens, s'ils peuvent aller vers un allaitement maternel naturel, de le faire.
C'est juste que parfois, malgré toute la bonne volonté, ça ne fonctionne pas. Ça prend un coup de main externe. Ouais. Auquel cas, si quelqu'un avait à choisir entre un Similac et ce que BioMilk offre, de ce que j'en comprends, et jusqu'à preuve du contraire, BioMilk serait une petite marche supérieure. Mais le lait maternel serait immensément supérieur. Donc, il y a comme une gradation dans tout ça. Donc, on peut comprendre qu'un couple gay ou un couple infertile va peut-être être plus à l'aise avec des technologies comme celles qui arrivent avec BioMilk, mais ça n'empêche pas que ce produit-là, on ne le connaît pas. Puis les gens qui sont dans cette compagnie-là, ils sont particulièrement talentueux. Ils ont l'air d'avoir le cœur sur la main dans plusieurs des conférences sur le web qu'ils ont fait. Donc, ce côté-là est intéressant, mais les investisseurs derrière ça ont peut-être des motifs ultérieurs. Et ces motifs-là, on ne les connaîtra pas jusqu'à ce que quelque chose se passe. De la même manière que je me rappelle quand on disait avec l'Event 201 que c'était une simulation, ben on se faisait tout le temps dire, ben voyons, t'hallucines, c'est une simulation, ça n'arrivera jamais, puis quelques mois après. Ouais, alors, ça. Je pense que on a été comme un peu échaudés. On a vu des choses de proches qu'on s'est dit, ma foi, il me semble que c'est loin, ça ne peut pas tout de suite arriver. Puis on devient un peu plus prudent. Et puis, quand on voit BioMilk, on veut bien espérer que c'est pour le mieux. Puis, comme ce n'est pas la seule compagnie qui va dans cette direction-là, il y en a d'autres. Bien, évidemment, il faut garder l'œil ouvert sur ce que les autres aussi font, parce qu'il y a des compagnies, pas juste aux États-Unis, il y en a en Inde, il y en a en Europe. Ouais. Le génie est un peu sorti de la bouteille. Là. Pour que ça s'appelle désormais de l'agriculture cellulaire, il faut s'attendre que tout ce qui émane d'une culture un peu plus woke, qui veut sortir de finalement tout ce qui est nucléaire et standard au niveau de la société, va avoir de plus en plus d'outils pour le faire. Ouais. Et on sent que sous des prétextes de crise climatique, des multimilliardaires travaillent vraiment fort à amener ça. Puis tout à l'heure, j'ai mentionné les œufs qui ne sont pas des œufs. Ouais. Mais il y a la viande qui n'est pas vraiment de la viande non plus. Oui, c'est ça. Les cultures cellulaires, c'est quelque chose qu'il faut être conscient que ça prend beaucoup d'ampleur présentement, à tort ou à raison. Et c'est en fouillant ce qu'il y a dedans qu'on va être capable éventuellement de se faire une tête à savoir si tout ça, c'est ce qu'on nous a dit que c'était, parce qu'on a encore en mémoire des injections qui étaient promises comme étant 2 injections et c'est fini, tout va être beau, ça va bien aller, ou plutôt ça va bien aller. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que tout ça avait beaucoup de 3 petits points, puis c'était pas très complet comme information. Absolument. Puis Claude, tu sais, mon côté méfiant en moi fait en sorte que quand je regarde ce qui se passe avec l'augmentation de l'attention portée sur l'homme enceinte avec un utérus artificiel. On pousse le transgenrisme dans nos écoles. On peut changer de sexe à 14 ans. On lance le lait mammaire humain cultivé. On veut tout faire pour essayer d'amener l'homme, justement, à dire qu'il peut être enceinte ou la femme en train de devenir homme. Bref, cette complexité-là. À dire qu'on peut être enceinte, avoir du lait maternisé, avoir un utérus artificiel, puis s'auto-créer nous-mêmes à partir des éléments artificiels, ça semble vraiment pointer vers une orientation dans laquelle on s'en va de plus en plus. Bien, c'est bon que tu l'amènes parce qu'on voit qu'il y a vraiment une tendance vers le consumérisme au niveau de ce qui traditionnellement est biologique, afin d'en faire des synthétiques qui peuvent être vendus comme un produit, presque un produit tablette, avec une date de début, puis éventuellement peut-être même une programmation pour une date de fin. Et imagine quel genre de produit ou quel genre de bébé ça va produire. Un bébé qui croit dans un utérus artificiel déconnecté du lien maternel qui est abreuvé par un lien artificiel. Bien, je pense que ça va être la résultante d'exactement ce qu'on pense. Ça va être une manifestation matérielle avec un potentiel déficit au niveau des émotions. Ouais. Parce que si le fait qu'une mère porte un bébé pendant 9 mois n'est pas qu'alimentaire, ben, qu'est-ce qui arrive à toute l'autre portion? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça va être un dossier qu'on va suivre certainement au fil des mois, même et des années, parce que la mise en marché est prévue pour quelque part en 2025, si je ne m'abuse. Fait qu'on a le temps de pouvoir Ils se sont donné 5 ans pour aller jusqu'au bout de leur recherche, mais de ce que j'en comprends, ils ont encore beaucoup de travail à faire, mais tout à coup, s'il y a un manque sur le marché de lait maternisé,
Peut-être que Bill Gates ou un autre de ces généreux multimilliardaires va dire on vous donne encore plus d'argent pour le sortir maintenant. Puis on a vu avec les vaccins qu'il n'y avait pas besoin d'attendre que le produit soit absolument parfait et que les études cliniques soient finies non plus Non. pour le lancer sur le marché. Donc, On est devenu l'étude clinique. c'est pas mal nous autres. On n'aimerait pas que nos bébés le soient. Ça, Absolument. Merci beaucoup, Claude. À la prochaine. Bonne fin Bonne de soirée. soirée, tout le monde. Merci. Merci. C'est un sujet qui est fascinant, le biomilk, avec toute la bioculture puis tout ce sujet-là. Ça va être un dossier qu'on va définitivement suivre parce que c'est un dossier important qui prend en otage nos enfants éventuellement. Donc, je pense que c'est un dossier sur lequel on doit se pencher, se faire une tête et vous tenir à l'affût des dernières découvertes au fil du temps.